Écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans ce château de Tournoël qui, pour moi, l'âme un peu de ma vie, puisque on a acheté ça maintenant il y a 25 ans et j'y ai consacré énormément de temps. Et vous allez voir, c'est un monument assez rude de l'extérieur, mais qui, j'espère, vous plaira à l'intérieur, parce qu'il a beaucoup de charme. Et on l'a entièrement restauré. Maintenant, il est habitable, comme vous allez le voir. Alors, on passe par la première entrée qui est ici. On passe à côté de cette tour étonnante qui est une tour dite tour des Miches. On ne va pas trop s'arrêter dessus, mais néanmoins, j'attire votre attention sur le travail qui a été réalisé pour les spécialistes. C'est à carreaux et boutisse. Donc, une pierre qui est allongée dans ce sens-là, une qui est horizontale, et au-dessus, c'est le contraire. C'était fait pour être absolument incassable, indestructible, construite en 1510 par Jean d'Albon de Saint-André, mais le temps est une leçon pour nous tous, puisque 60 ans plus tard, les guerres de la Ligue l'ont complètement découronné et le château a été pris à l'époque par les ligueurs et très très abîmé à l'époque. Voilà, donc c'est l'entrée du château, suivez-moi. Donc quand on arrive à Tournoël, j'ai fait ce jardin, il y avait une grande pente, hein, et j'ai fait des terrasses. Les murs, les fondations des murs étaient là. À l'origine, il y avait des terrasses comme ça, mais à l'époque médiévale, il n'y avait pas ce jardin. Mais il faut quand même quand on restaure un château fort, il faut quand même ne pas se retrouver complètement dans l'époque médiévale, ça serait un petit peu dur à notre époque. Donc il faut concilier et je passe beaucoup de temps dans ce jardin qui commence à exploser. Il y a les tulipes qui arrivent, et tout ça est très récent puisque tout ça a été planté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait une butte avec de la terre et des pierres. Donc tout ça, je pense, avec les aubépines qui vont éclater dans 15 jours, 3 semaines, et puis les taupières qui démarrent et qui vont très bien, et puis un petit potager en bas. Voilà. Alors ici, on a une jolie vue sur le château, mais également sur cette ancienne écurie qui vous montre pas l'état dans lequel était le château quand j'ai acheté. Quand on a acheté ce château fort, il y avait tous les murs qui étaient présents, mais il n'y avait aucune porte, aucune fenêtre, aucun sol, aucun plancher, aucun plafond, rien. C'était une ruine très très bien entretenue, avec beaucoup d'amour par cette famille, la famille de Chabrol, qui avait acheté ce château en 1760 et qui l'avait gardé depuis. Il n'y avait plus de Chabrol. La famille s'était éteinte et ce sont les héritiers qui l'ont vendu, mais c'est un endroit auquel ils tenaient énormément, donc ils entretenaient la ruine, mais elle n'était pas habitable. Donc c'est ce que vous allez voir. Et là, on a reconstitué, et je vous montrerai la porte tout à l'heure, tout ça, si vous voulez, tout ce qui est blanc ici n'existait pas, mais il y avait une énorme butte ici de terre. La terre recouvrait, vous voyez, on voit la partie qui soutient, qui est là, recouverte de mousse à partir d'un endroit. Ben, la terre montait jusqu'au niveau de la mousse. Et on ne voyait pas, évidemment, tout ça était recouvert. Tout ça était entièrement recouvert de terre et recouvrait également les pierres ici qui ne sont pas enduites. Et tout ça, ça formait une masse. Mais d'après le dessin de Revel de 1450, c'est un dessin qui se trouve à la Bibliothèque nationale que je vais vous montrer, euh, on voyait le dessinateur en 1450 s'était mis là-haut et à travers cette porte qui était ouverte, puisque cette porte à l'époque existait, on voyait le passage, on voyait les marches qui démarraient, ainsi que le mur qui est ici. Donc j'ai imaginé, évidemment, on a déduit avec une étude faite par un archéologue du bâti qui s'appelle Christian Corvisier, on a pu retrouver tout ça et en creusant un petit peu, évidemment, on a retrouvé toutes les fondations. Et cet escalier ainsi que tout cet ensemble a été reconstruit exactement comme c'était. On a retrouvé des emplacements d'axes, l'axe de la porte, qui est une partie ancienne, l'axe de la porte qui était là, ainsi que le prolongement dans les fondations, le prolongement de ce trou pour la barre de fermeture. Donc cette porte, elle va à exactement de la dimension de l'époque, et cette porte, on est en train
la faire reconstruire. Ça fait 2 ans elle a été démarrée. On va la poser, je pense, deuxième quinzaine de juin. Et là, ça sera pour moi un moment très émouvant parce que cette porte énorme, euh, qui me coûte le prix d'une très belle voiture, mais bon, je continue à rouler dans une petite voiture très ancienne, mais je préfère avoir la porte, quoi. Voilà, donc ce château est assez incroyable par sa position parce qu'il y a une vallée importante, qui est un ravin ici, qui fait le tour, qui tourne comme ça, et là, il y a un massif volcanique. Donc la seule ouverture qu'on a sur l'extérieur, sur le monde, c'est là. C'est là, mais même là, c'est quand même très pentu. L'autre côté est complètement sauvage, inaccessible, on ne peut pas attaquer par là, on ne peut attaquer que par ici. Donc le château est inexpugnable, comme l'a écrit Philippe Auguste. Voilà l'autre porte. Voilà une ancienne porte qui a été complètement refaite. J'avais ça, les parties centrales. Par contre, ça c'est neuf, c'est fait avec des vieilles barriques de vin de Bourgogne. Et toute la ferraille a été faite par le ferronnier que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc j'ai absolument voulu la garder parce que je trouve elle avait une très belle patine et puis c'est la porte d'origine, quoi. Voilà, mais tout ça est quand même très restauré, mais le mieux possible pour que on oublie. Voilà, venez. Voilà, pour vous expliquer très rapidement, la tour carrée est ici. En 1200, il n'y a que cette tour carrée avec un mur de rempart qui tourne et qui vient ici. Le château est pris par le pouvoir royal et est donné peu de temps après en apanage à Alphonse de Poitiers, qui d'ailleurs est venu ici en 1250. Alphonse de Poitiers fait couper le mur qui est là, fait des grands murs qui partent comme ça et construit entre 1210, 1220 et 1300, la grande tour ronde qu'on voit là-haut, qui est une tour philippienne, qui est une tour uniquement de défense, qui est faite pour montrer la puissance royale, impressionner. Quand on est fort, on n'est pas attaqué. Donc, cette tour est faite pour ça, et on le voit. Et contre les murs qui partent jusqu'à cette tour, des habitations. Au démarrage, des habitations avec des préaux, enfin des parties qui sont ouvertes sur la cour. On voit encore les traces que j'ai tenu à garder. Et après la Renaissance, ils ont essayé de rendre cet endroit habitable en en bouchant tout ça, en mettant des jolies fenêtres, en mettant une belle cage d'escalier, ce passage pour aller à la chapelle. Ils ont essayé de rendre cet endroit habitable, mais cet endroit est difficilement habitable. Il n'y a que, je crois, moi qui suis heureux quand je suis là. Même ma femme qui aime beaucoup Tournoël, si je lui dis on va passer 2 jours à Tournoël, elle se met à pleurer tellement elle trouve que c'est dur. Effectivement, c'est difficile. Là, ça va, il fait un temps normal. Mais dès qu'il pleut, dès qu'il vente, tout tourne. On est il y a des vallées partout, donc le vent dans tous les sens. Il fait froid. Et pour aller de la cuisine moderne que j'ai faite ici, pour aller dans les chambres qui sont là, il faut passer là, il n'y a pas de chauffage, il faut passer, enfin c'est très très difficile. Néanmoins, à l'intérieur, une fois qu'on y est dans la grande salle, c'est confortable puisque le château maintenant peut être chauffé. Et une fois que les murs, qui sont épais, de 3 mètres, sont chauds, le château devient habitable, mais il faut 3-4 jours pour les chauffer. Voilà, donc quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, pas de toit, pas de plafond. C'était très très belle ruine, très bien entretenue, mais une ruine. Et le but a toujours été ici, pour la famille Chabrol, de restaurer.
D'ailleurs, quand le château a été classé monument historique, c'est pas une liste Mérimée, c'est une liste post-Mérimée, 1880 par là. Le propriétaire de l'époque a dit je veux bien qu'on le classe, mais une condition, c'est que je puisse le restaurer et le rendre habitable. Donc toujours l'idée a été de rendre ce château habitable, et c'est ce que j'ai réussi à faire maintenant. Et vous allez voir que c'est assez confortable. Mais ce qui est assez confortable, mais quand même, on a ici les traces de tout ce qui est passé, parce que c'est pas un château Walt Disney moderne. Vous voyez par exemple ici, vous avez des impacts de balles partout contre le mur. On s'est battu ici dans ce château, 5 sièges et beaucoup d'affrontements à l'intérieur du château. Partout, on trouve des traces d'impact de balles, de fusils. C'est vraiment un château qui a une histoire que je ressens en permanence quand je m'y promène, que je connais évidemment bien l'histoire. Avant de rentrer à l'intérieur, j'attire votre attention sur cette tour qui est en pierre de Volvic, qui date des années 1500, 1450-1500, très travaillée. La pierre de Volvic est une pierre qui est dure, mais qui est très fine et qui se prête beaucoup à la sculpture. Alors, ils ont essayé, si vous voulez, en faisant cette tour d'escalier, ils ont essayé de reproduire l'ambiance d'un hôtel particulier lyonnais ou riaumois de la région, si vous voulez, une cour bien fermée, cette tour d'escalier qui dessert tous les étages. Évidemment, elle a subi des accidents, mais globalement, elle reste quand même en très bon état. Ici, c'était un pélican, qui est un symbole chrétien. Il nourrit ses enfants avec la chair de son ventre, et ça a été détruit pendant les guerres de la Ligue, mais pas pendant la Révolution. Pendant la Révolution, le château était une exploitation agricole et n'a absolument pas été attaqué par les révolutionnaires. Voilà, maintenant, entrons. Voilà, une première pièce qui s'appelle la chambre du châtelain. Comme vous le voyez, bon, c'est assez chargé. J'ai essayé de remettre des couleurs qui correspondent aux couleurs de l'époque. Et puis là, évidemment, tout ça, le plafond est neuf, hein. Tout ça a été refait et repeint par une équipe de décorateurs formidables qui font de la peinture, mais ils font de la peinture, mais également ils savent la patiner, si vous voulez. Parce que si on voit ça le jour où ils ont fini de peindre, c'est inregardable, c'est neuf. Alors que là, il y a une patine, c'est usé. Si vous voulez, ma femme râle un peu parce que de temps en temps, il y a des endroits où ça tombe, mais ça crée une ambiance. Et moi, j'aime bien qu'il y ait cette patine qui montre le temps qui passe. Et puis le décor qui a été fait ici, ce sont les blasons de toutes les familles qui ont vécu ici. Ça permet, quand je fais la visite, d'expliquer les familles successives, dont la famille royale, c'est à partir de là, si vous voulez, à partir de Dampierre, jusqu'à Philippe le Bel, qui a échangé le château contre un autre château dans le Limousin. Et le premier à habiter ici, c'est Guy d'Auvergne, dont le blason est ici. C'est le blason, d'ailleurs, c'est quelqu'un d'important, puisque son blason est devenu celui de l'Auvergne maintenant. Et donc, lui habitait dans cet endroit. Alors ici, si vous voulez, le plafond est neuf, les enduits sont neufs, les sols sont neufs, il y a le chauffage, que j'ai caché dans des coffres. Vous voyez, le chauffage est là. Et quand l'été arrive, ce qui est le cas maintenant, le printemps, je referme le coffre et on ne voit plus les radiateurs, donc c'est assez formidable. Enfin, je me suis bien amusé à faire tous ces aménagements et ces décors. Voilà, on va passer dans la grande salle et on va continuer la visite. Vous me suivez? Là, il y a un petit oratoire. Voilà, alors ici on est dans la grande salle du château. Dans cette grande salle, comme vous le voyez sur les photos qu'on vous montre en noir et blanc, les photos anciennes, ici il y avait plus de, on voyait le ciel. Alors que maintenant il y a un premier plafond, une salle au-dessus et un deuxième plafond. Donc maintenant c'est complètement. Donc je passais ici quand j'ai acheté ce château, ben, je venais ici, je prenais la flotte, je prenais le soleil, je prenais la neige, je grattais, mais pendant un an ou deux ça a été comme ça. Le but était de comprendre
le château, qu'est-ce que c'est que cette pierre, pourquoi il y a ci, c'est très très difficile. C'est un château qui est fait sur une toute petite langue de pierre, si vous voulez, sur un espèce d'éperon, une espèce de presqu'île. Donc c'est pas comme à Versailles. À Versailles, le roi Louis XIV, il y avait un château Louis XIII, et ben il a grandi, grandi. Il y avait des marais, certes, mais il a pu s'étaler de tous les côtés. Ici, on peut pas. Ici, il y a même pas 100 mètres de longueur sur cette langue de pierre. Donc, quand on veut transformer, eh ben, on transforme ce qui existe déjà. Donc, il y a des transformations permanentes. Et le mur qui est ici est un ancien mur de défense qui protège la tour ronde qui est derrière. Donc, quand on attaquait les châteaux, on rentrait dans le château et puis on arrivait, les défenseurs reculaient, et à un moment, ils étaient dans la tour ronde, et à ce moment-là, tout ce mur, ici on était dans une cour, tout ce mur était encore un mur de protection. Puis après, à la Renaissance, ils ont voulu transformer ce mur et cette cour en une pièce, ils ont fait cette grande pièce-là. Donc nous, on est arrivés, ben, il y avait le ciel, alors c'était, bon, j'en ai eu assez au bout d'un an ou deux, et on a d'abord fait un toit, et puis après, on a aménagé l'intérieur. Et après, une fois qu'on a eu aménagé, on avait les poutres en chêne qui sont là, on avait les murs en blanc. On serait cru dans un hôpital ou une pizzeria, donc c'est pas possible, il faut décorer. Donc après, c'est le deuxième décor hein, ici. Donc c'est un décor que j'ai fait. Des amis me disent, mais tu aurais mieux fait d'acheter des tapisseries, ça t'aurait coûté moins cher. Mais des tapisseries de la qualité de ça, j'aurais eu du mal à les trouver. Donc je préfère peindre des fausses tapisseries d'un décor qui me plaît, plutôt que d'avoir des tapisseries d'Aubusson 17e, un petit peu moyennes, si vous voulez. Donc voilà, donc on a fait cette grande pièce. Il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est le sol, mais qui m'a été conseillé à un moment par un architecte en chef. Et au début, et j'ai eu la timidité, j'étais un peu timide à l'époque, je le suis moins maintenant, j'ai eu la timidité d'accepter ce sol qui m'a coûté très cher et qui est moderne. Évidemment, il y avait un décor, il était copié sur 2 mètres carrés de sol ancien qui sont là-bas, mais ce sol ne va pas du tout. Il a l'avantage d'avoir le chauffage au sol en dessous. Néanmoins, je préfère de beaucoup ce que j'ai fait après. Il y a des vieilles dalles de récupération qui sont beaucoup plus agréables à regarder et à vivre. Là, vous avez la grande cheminée qui est bien ancienne, qui a été repeinte entièrement, comme tout le reste. Hein, si vous voulez, on n'est pas habitué, mais dans les temps anciens, tout était peint. Dans les églises, les pierres, la pierre naturelle, c'est le monde extérieur. C'est le monde extérieur, c'est le monde sauvage. Donc même si on met de la pierre à l'intérieur d'une maison ou d'une église, on la peint même si on la peint parfois à l'imitation de la pierre, mais c'est l'homme qui domine et la nature sauvage, on la laisse à l'extérieur. Donc on repeint toujours. C'est pour ça que j'ai repeint cette grande cheminée qui marche très bien et qui nous sert en permanence. J'aurais pu vous faire un feu d'ailleurs, tiens. Alors maintenant, je vous emmène dans une petite pièce qui est ma préférée. Voilà, suivez-moi. Avec un joli petit passage décoré de toutes les plantes qui se trouvent dans le jardin. C'est assez récent, il y a 2 ans que j'ai fait cette... Et ici, on arrive dans ma pièce préférée, qui est la chambre de la Châtelaine. Cette chambre, évidemment, elle était totalement ruinée. Pas de sol, pas de voûte. La voûte est une voûte moderne. Il y a quelques années, on a mis un grand parquet ici, du bois, des échafaudages. Par le haut, on a mis des pierres, on a mis de la chaux, on est parti, et puis on est revenu 1 mois plus tard, on a enlevé tout ce qui était en dessous, et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça a tenu. Donc c'est formidable. Et après, comme peinture, on avait un modèle qui était un livre les voyages dans l'ancienne France, où on voit cette pièce déjà ruinée, en mauvais état. On la voit avec ce décor qui est là, mais le décor s'arrête
le décor est déjà usé ici, il s'arrête à peu près là. Il y a le même décor en haut, donc j'ai fait refaire le même décor. Et en bas, on a mis les peintres très doués. Muriel Delette a fait ce très beau trompe-l'œil. Et cette pièce est une des plus chaleureuses du château. Et je vous cache pas qu'un dîner entre un petit comité aux bougies avec un feu dans la cheminée, topissime. Topissime. Alors au point de vue du mobilier, il n'y a rien de... C'est un château qui est... bon, je peux pas mettre de l'argent dans les restaurations et dans les décors et dans les objets. Hein. Donc ce sont des choses qui sont des choses entre les deux. Il y a certaines choses anciennes mais de petite qualité et certaines choses qui sont, elles, des copies mais de meilleure qualité. Donc ça fait un mélange un peu comme faisait... toute proportion gardée, comme faisait Charles de Beistegui à Crousset, mélanger des copies et des choses anciennes. Alors on se retrouve dans la cour et avant de monter dans les étages, que vous n'avez encore rien vu, là, je vous montre en une seconde la vieille cuisine. Alors dans cette pièce, je n'ai pas fait grand-chose, juste les enduits, mais les sols sont les sols anciens, en tellement mauvais état que rien n'avait été volé. Tous les autres sols avaient été volés. Hein. Et donc là, j'ai mis des tas de choses de brocante qui rendent l'ambiance assez agréable. Alors l'été, on fait des feux ici. Il y a un four à pain ici dans lequel, si j'ai des amis, on fait réchauffer les pizzas. Là, on met une nappe avec des légumes dessus et des choses un peu vivantes. Donc tout ça a une ambiance assez sympathique que les gens aiment beaucoup. Surtout quand c'est éclairé aux bougies. Alors venez, on monte dans les... Voilà, donc dans l'escalier où j'ai reproduit, bon, c'est une copie toute simple, mais un château de Bourgogne, j'avais vu les initiales du duc de Bourgogne et de sa femme, donc j'ai mis le B de Bernadette, de mon épouse, et de Claude, ça c'est moi. J'ai refait pareil, que je trouve c'est sympa de marquer son passage. Et là, on va rentrer tout de suite dans la... Je ne vais pas vous dire la pièce la plus importante, mais presque. Voilà, donc là, on est dans une pièce qui est assez étonnante, c'est la salle des archives. J'ai eu un coup de chance formidable, j'ai acheté ce château et je savais que les archives étaient parties en 1760 et étaient conservées dans un hôtel particulier de Riom et ça appartenait à un membre de la famille de ceux qui m'ont vendu. Et une dizaine d'années après avoir acheté le château, j'ai pu acquérir toutes les archives de Tournoël, donc elles vont de 1200 à 1850. C'est très très précieux parce qu'il y a vraiment toute l'histoire, les actes, tous les terriers. Vous voyez tout ça. Alors j'ai mis tout ça dans des caisses que j'ai fait faire. J'avais vu ça une cathédrale, je crois en Italie, je me souviens plus trop. J'ai trouvé ça sympa ces boîtes fermées à la manière et représentant des livres. Pour les classer, j'ai trouvé ça plus rigolo que des simples boîtes d'archives. Quoique si j'avais eu des boîtes comme celle-là, ça c'est des boîtes d'origine, ça j'aurais bien aimé les avoir, mais j'en avais pas assez. Donc j'ai fait faire ces boîtes-là, et elles sont toutes pleines, hein, vous voyez comme ça se présente de cette façon-là. C'est assez compliqué à déchiffrer, néanmoins avec du temps, avec du temps, on y arrive. Et pendant le Covid, je passais tous mes après-midi ici, j'ai fait une première liste. Et là, j'ai des étudiants de l'école des Chartes qui viennent à 10 pendant 10-15 jours tous les étés, des jeunes. Et je les loge ici, donc ils sont pas mal, ils dorment ici, dans le dortoir. Et puis, ils me font des inventaires et c'est vraiment formidable.
D'abord parce qu'ils sont jeunes, on peut parler de tas de choses avec eux, ils lisent le vieux français comme ça, mais on peut parler de voitures, on peut parler de musique moderne, de techno, ce sont des têtes très bien faites. Voilà, donc tout ça est plein. Et puis après, une fois que j'ai eu toutes ces archives de Tournoël, peut-être 10 000 documents, les propriétaires, ceux qui m'avaient donné les archives de Tournoël, m'ont dit, bon, on a toutes les archives de Murol, si tu veux, on te les donne, elles seront bien, bien. Donc ici, j'ai toutes les archives, vous voyez, du château de Murol qui sont là. Personne ne les voulait, donc elles sont ici, bien rangées, en sécurité. Donc ça est assez formidable. Alors je peux vous montrer peut-être au passage un livre. Et voilà. Donc ça, si vous voulez, voilà un livre. Ça, dans une brocante, je ne sais pas qui l'achèterait. Hein, mais il est quand même daté 1443. Mais quand vous ouvrez l'intérieur, regardez la, la qualité des écritures, quoi. C'est quand même formidable. Regardez ça. Et ça, c'est un vieux terrier. Regardez comme c'est bien écrit, comme c'est une constance. Il y a 2 ans de travail, celui qui a écrit tout ça. Regardez ça. Et ça, c'est une merveille. Beaucoup de livres sont comme celui-là, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très, très, très agréable à consulter quand on a le temps. Moi, c'est la pièce que je préfère parce que j'ai. Et puis là, tous les livres qui sont là, vous voyez, tout ce qui est là, c'est Tournoël. Tout ça correspond sont des terriers du château de Tournoël, montagne, tout ça concerne Tournoël, oui, Tournoël, 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 lièvre de Tournoël, donc c'est très très précieux, quoi. Voilà, donc c'est là ce que j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué. J'aimerais bien que ça soit classé monument historique in situ, c'est-à-dire que il y a une loi qui maintenant permet de classer des choses comme ça in situ, c'est-à-dire que les enfants, mes enfants ou petits-enfants pourront vendre le château, mais ne pourront pas vendre ça au détail. Ils seront obligés, ça restera partie intégrante du château, comme le sont des boiseries ou comme le sont des portes et des fenêtres, si vous voulez, on ne peut pas dépecer. Donc j'aimerais bien profiter de cette loi, mais il faut que l'inventaire soit fini. Donc là, les jeunes de l'école des Chartes me font l'inventaire et après j'entamerai, et j'ai 40, 50 ans devant moi de vie, donc j'entamerai les procédures pour essayer de faire classer tout ça monument historique in situ. Voilà, on va continuer si vous voulez bien me suivre, bien que je serais bien resté des heures ici. Voilà, venez. Voilà, donc là, au passage, je vous signale une petite coquetterie de l'architecte qui a fait que quand on arrive ici, on a la porte qui vous regarde. Elle est un peu désaxée de façon à être face à celui qui monte. Vous voyez, elle est un petit peu tordue de façon à être juste. Elle est en face de moi. Elle n'est pas face, comme normalement elle aurait dû être, elle n'est pas face à la partie ici, elle est face comme ça. Donc c'est une petite coquetterie. Alors, vous voyez, cette porte est une porte récente hein, qu'on a fait, qu'on a bricolé et qu'on a usé. On s'amuse bien. Voilà, donc là, on est dans une grande chambre. Celle-ci n'avait pas de plafond, évidemment, pas de sol, mais il y avait sa cheminée. Donc là, j'ai fait une chambre que j'appelle la chambre d'Alphonse de Poitiers, parce qu'Alphonse de Poitiers est venu ici et en 1250 et il a dormi à Tournoël. Donc je ne vois pas où il a pu dormir ailleurs qu'ici. Donc là, j'invente et j'ai donné le nom de cette chambre, le nom d'Alphonse de Poitiers, avec des tas d'objets que j'ai mis, qui sont des objets que j'aime bien, des objets de science, des objets de géographie, de choses comme ça. Il n'y a rien de valeur, il n'y a pas d'astrolabe, il n'y a pas de choses formidables, mais il y a des loupes, des globes, des choses comme ça. Et puis un peu de la déco, comme je m'amuse à le faire. Là j'ai reproduit un tableau en trompe-l'œil, un tableau de Merckx, qui est un tableau, vous voyez, avec des tas de petits objets. Là, il y a une map monde, mais vous savez, dans les années 80, on faisait des bars dans des maps mondes comme ça. Donc j'ai mis le bar là, on a l'impression que c'est... Bon, je fais de la déco comme j'aime bien.
Alors il y avait simplement, au-dessus de la cheminée, il y avait une trace de décor. On le voit là, une trace de décor avec voilà, la pièce telle qu'elle était quand je suis arrivé, oui, de la terre, les pierres, et puis là c'est la cheminée de la pièce du dessus. Il y avait cette trace de décor qu'on voit là, donc on l'a reproduite un peu partout. Mais il n'y avait que celle-là, il n'y a que celle-ci qui est ancienne. Voilà, donc là, on se retrouve dans ce qui s'appelle la chapelle des Vassaux. Euh, Tournoël avait une église qui est tombée pendant les guerres de la Ligue à l'extérieur pour le village et avait pour l'intérieur, pour les habitants, une petite chapelle qui est là, qui est toute petite parce qu'on l'a mise où on pouvait, quoi, en définitive. Et on a restauré simplement les nettoyer, restaurer les peintures. Le Christ est une copie d'un Christ du XIIe siècle. Puis il y a un décor qui malheureusement était très abîmé par les visiteurs avant qu'on arrive ici. Ils ont gratté les enduits et les peintures évidemment sont tombées. Et j'ai retrouvé à Drouot, chez un confrère, un joli vitrail du XVIe représentant Sainte-Anne. Donc je l'ai fait remettre, on l'a remis ici. Euh, voilà, et la sculpture de Sainte-Anne, qui elle est, le château était pratiquement ouvert à tout vent, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de fermeture, les gens se promenaient, venaient pique-niquer ici. Et la sculpture de Sainte-Anne était là, n'a jamais été volée, et je l'ai fait classer monument historique parce que, non pas qu'elle soit de grande qualité, mais s'il y avait un vol, elle est imprescriptible. On peut la récupérer 50 ans plus tard. Donc, ce qui a plu aux conservateurs du Louvre quand ils l'ont fait classer, c'est qu'ils ont dit elle est née en 1500 et elle n'a jamais quitté le château et sa niche. Et ça, c'est assez étonnant. Et puis là, vous avez un joli, ça, on n'a pas fait grand-chose. Il y a une belle annonciation sculptée ici. Malheureusement, pendant les guerres de la Ligue, ils ont détruit, ils ont enlevé le donateur qui était là, à genoux, mais il reste la partie centrale. Et un soir où j'étais en forme, c'est moi qui ai peint tout ça en me disant, bah, tiens, ça sera quand même beaucoup plus sympa si on met un peu de couleur sur cette pierre noire. Donc j'ai peint la Vierge, j'ai peint l'ange, et puis patiné, j'ai usé, et puis en définitive, ça me plaît bien. Bon, évidemment, certaines personnes vont dire, mais il restaure, il change, il organise. Mais une ruine comme ça, il y a deux solutions. Ou c'est l'État qui l'a, il entretient la ruine telle qu'elle est, il montre une ruine, ça coûte des sous, mais c'est l'État. Ou c'est un particulier. Et un particulier ne peut conserver une ruine que s'il y trouve un plaisir quand il s'y promène, s'il peut y passer un moment en famille, s'il peut y vivre. Ici, l'été, il y a des scouts qui campent à côté, il y a une messe tous les jours à 10 heures. Il y a des jeunes filles qui chantent la messe, qui sont là, des jeunes guides. Il y a une vie, il y a des visiteurs qui sont là. Nous, avec des amis, on vient, on déjeune, on dîne. Mes enfants aiment bien. Il n'y a que comme ça qu'on peut conserver et aimer un endroit difficile comme celui-là. Donc, effectivement, je modifie. Effectivement, j'ai peint toutes les arcatures. J'ai repeint les blasons qui sont là des Dalbons de Saint-André. Tout ça, il y a 20 ans, était grisâtre, tombait, les enduits étaient tous tombés. J'ai recréé une vie, et le fait de recréer une vie fait que mes enfants, par exemple, j'ai une fille qui fête un anniversaire de mariage, ils vont venir avec tous leurs amis déjeuner ici et passer une soirée ici. Si c'était une ruine, ils ne viendraient pas. Donc ça assure la pérennité et ça compense les difficultés financières et de gestion de la possession, si vous voulez. Il faut quand même trouver des avantages à avoir un endroit aussi difficile. Et les avantages, c'est de le rendre aimable et qu'on puisse l'aimer et que les autres l'aiment aussi. Enfin, voilà, j'explique parce que ces restaurations que j'ai faites peuvent être critiquées par
conservateur très administratif, si vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut dire, vous avez quand même énormément changé la ruine. Oui, ben oui, mais seulement elle vit. Elle vit et je m'en occupe tous les jours. Tous les jours. Je suis le vrai conservateur. Là, on a une chambre qui est la première chambre qu'on ait réalisée, qui est parfaitement habitable. Elle est chauffée. Elle est chauffée, il y a du sanitaire, il y a une baignoire. C'est une chambre qui est agréable il est agréable d'y dormir. Et il y a une ambiance. Bon, il y a un petit peu trop de meubles. Il y en a qui vont partir à. Ça sert un peu de garde-meuble pour culant. Mais c'est une pièce qui est la première pièce qui est faite. Bon, maintenant, je serai beaucoup plus offensif sur le plafond, que je ferai plus décoré. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Il y a un sol qui est un sol que j'ai fait faire. Il n'y avait rien. Là, on était dans le vide. Hein. Si on passait la porte, on tombait dans le vide. Il n'y avait pas de plancher ni de plafond dans cette pièce. Hein. Donc tout ça est neuf. Et j'ai trouvé 1 m² dans les gravats de ce décor que j'ai fait refaire juste à côté de Tomette avec un décor que j'aime bien. Et puis comme il fallait qu'il y ait des sanitaires, comment faire des sanitaires dans une pièce comme ça qui n'est pas très grande? Alors c'est pour ça que j'ai imaginé ce trompe-l'œil. C'est un leurre, si vous voulez. Dès qu'on rentre, on regarde la baignoire, on dit « Oh, c'est curieux cette baignoire ». Et en définitive, tout cet entourage permet de cacher des sanitaires qui sont derrière les rideaux, si vous voulez. C'est un leurre, mais on attire l'œil. On attire l'œil. Le chauffage de cette pièce est caché dans ce coffre. Voilà, alors maintenant, je vous emmène dans une pièce qui n'est pas ouverte au public, parce qu'elle est toujours un petit peu en bazar, parce que c'est le dortoir des petits-enfants, des étudiants de l'école des Chartes quand ils viennent là. Donc on est au-dessus de la grande salle. Je n'allais pas faire un autre salon. Donc là, on a fait un grand dortoir, évidemment en copiant sur les hospices de Beaune. Mais c'était utile d'avoir quelque chose qui soit rigolo. Et les petits-enfants sont là. Il y a un décor de plafond que j'aime beaucoup, un peu compliqué avec tous les signes du zodiaque. Donc quand il y en a qui viennent, ils disent « Ah ben moi je suis taureau, je veux me mettre là. Moi je suis sagittaire, je veux me mettre là. » Donc ça c'est sympa. Donc cette pièce est également chauffée. Là j'ai le soleil qui est là et j'ai la lune qui est ici sur le mur. Donc c'est une pièce qui est amusante, qui est toujours un petit peu en bazar, mais enfin bon, tout ne peut pas être rangé comme un salon. Je vous emmène maintenant, alors une pièce que personne ne connaît pratiquement, mais je vais vous la montrer quand même. Et j'ai été très chasseur dans la première partie de ma vie. J'ai chassé à cheval le sanglier dans mon équipage, et puis j'avais aussi ma passion était la fauconnerie. Alors j'ai fait une pièce qui n'est pas complètement finie, une pièce de chasse où on a mis des tapisseries en trompe-l'œil que je ne pourrais pas acquérir, hein, donc je préfère les avoir peintes. Et puis là, j'ai mis à la fois des souvenirs et puis à la fois une ambiance que j'aime bien, avec un autour des palombes. C'est l'oiseau que j'avais, c'est un oiseau comme ça que j'avais, c'était pas celui-là, un oiseau comme ça que j'avais pour chasser le lapin. Et voilà, tout ça crée une ambiance assez sympathique qui me rappelle, je ne vais pas dire ma jeunesse, mais la première partie de ma vie avant que je n'arrête définitivement la chasse un soir. Ma femme ne supportait plus d'avoir tant d'animaux à la maison, des chevaux, des chiens, des furets, des oiseaux, un grand-duc, un autour des palombes, des cresserelles. Enfin, bon, c'était une vraie basse-cour à la maison. Donc j'ai arrêté net et à ce moment-là, comme je suis un peu boulimique, je me suis mis à restaurer des châteaux et ça lui plaît, donc c'est très bien. Juste une petite vue sur cette serrure. Quand je fais des visites, je dis aux enfants, la porte est fermée, comment est-ce qu'on l'ouvre? Il y a une clé, on la met où? Alors ils cherchent, et nanana, et puis en définitive, voilà. Donc ça vous montre le talent, on met la clé ici, ça vous montre un peu le talent de ce serrurier que je fais travailler, que je vais vous présenter. Et ça, c'est mon menuisier qui m'a fait tout ça, et on rentre dans cette pièce. Voilà, donc ici, c'est une pièce
qui en définitive résume un peu ma vie. J'ai commencé à acheter des objets de curiosité quand j'avais 17 ans. Ça valait rien du tout, un bout de pierre par-ci, un bout de pierre par-là, un objet à 5 euros, 10 euros. Et puis tous ces objets, je les ai... Ma femme n'en voulait pas à la maison parce qu'elle trouvait que c'était poussiéreux. Donc je les ai mis dans des cartons. Et puis quand j'ai eu cette pièce qui était terminée, il y a 5 ou 6 ans, je me suis retrouvé, je me dis qu'est-ce que je vais en faire, bon, point de vue chambre, on a ce qu'il faut. Ah bah tiens, je vais mettre mes collections. Alors là, j'ai fait faire donc par mon serrurier des volutes comme ça. Après, ça a été très compliqué de bien aligner. On a mis des planches. Et puis, j'ai mis mes cartons au milieu. Et puis, ça n'a pas été très compliqué. La terre, la mer, le feu et l'air, les 4 éléments. Hein, j'ai mis les 4 éléments ici. J'avais mes cartons ici, j'en avais une vingtaine. J'en avais 20 ou 30 dans l'escalier. J'ouvrais les cartons et je retrouvais des choses que j'avais mis dans les cartons il y avait 15 ou 20 ans avant. Et puis je posais comme ça au fur et à mesure. Et en définitive, ça raconte la... J'ai mis ce bateau pour expliquer aux enfants la découverte du Nouveau Monde et les objets qui, dans les années 1500, arrivent en Europe et sont vendus aux pharmaciens locaux, à l'empereur d'Autriche. Et je raconte l'histoire de tout ça. Je peux parler pendant 2 heures. Je raconte l'histoire de la licorne. Je m'amuse et j'essaye surtout, les enfants, de leur dire arrêtez de vous intéresser à rien, de vous dire tiens, un oiseau. Ben, un oiseau, ça peut être un pèlerin, ça peut être des tas d'oiseaux différents, mais les oiseaux ont un nom. Tiens, une pierre. Ben, une pierre, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre. Ben, c'est une pierre, effectivement, mais si on l'ouvre, ben, c'est de l'agate. Donc, il faut s'intéresser aux choses et voir un petit peu si on... Et ça, c'est de la pyrite. Regardez, c'est quand même incroyable. Une pyrite comme ça, avec toutes ces pierres, tout ça est naturel, ça vient d'Espagne. Donc, je vous dis pas de vous intéresser aux oiseaux, aux animaux, aux pierres, aux fleurs, à tout, mais intéressez-vous à un secteur et devenez le grand spécialiste. D'abord, pour les garçons, ben, ça sera beaucoup plus agréable pour draguer une jeune fille. Vous lui expliquerez, tiens, voilà un faucon cresserelle, voilà si, ben, au moins vous aurez l'air malin, quoi, d'être connaisseur. Donc, essayez de vous intéresser à quelque chose, lisez et apprenez. C'est ce qui vous rendra la vie beaucoup plus agréable. Alors, tout ce qui est là, bon, j'ai un peu oublié, mais tout ce qui est là, à l'origine, je savais chaque objet. J'ai passé 6 mois à faire cette pièce. L'avantage, c'est que j'ai la 5G ici, donc avec mon téléphone, je voyais un objet, je retrouvais ce que c'était. Formidable, formidable. Donc j'ai passé des moments merveilleux. Voilà, donc cette pièce, salle de curiosité, c'est là. Beaucoup d'enfants rentrent là en disant « Oh, t'es pas gentil, t'as tué tous les animaux qui sont là. » Je dis « D'abord, tu me tutoies pas, on se connaît pas, tu me vouvoies. Les adultes, on les vouvoie quand on les connaît pas. Première chose. Et puis ensuite, c'est pas une salle des trophées, c'est un musée d'histoire naturelle. Le but est d'apprendre. Le but est d'apprendre et de savoir ce que c'est que cet animal, qu'est-ce que c'est que cet oiseau, qu'est-ce que c'est que cette pierre, qu'est-ce que c'est que cette graine. Là, c'est la plus grosse graine qui existe au monde. La plus petite, c'est la graine de moutarde, je crois. La plus grosse, c'est celle-ci, c'est la noix de coco des Seychelles. Et puis également, qu'est-ce que c'est que cet œuf? Hein, alors quand je montre cet œuf qui est là, les enfants me disent « Ah, c'est un œuf d'autruche ». Je dis « Non, un œuf d'autruche, c'est ça. Ça, c'est un œuf d'Aepornis. C'est le plus gros oiseau qui existait au monde. Donc l'œuf là a été éclos et a été recollé. Donc c'est amusant et ce n'est pas à cause de l'homme qu'il a disparu. Il a disparu parce qu'il était très gros. Et comme il était très gros, parce qu'il passait son temps à regarder son iPhone et à regarder la télé, ben il a grossi et les prédateurs l'ont mangé. Donc arrêtez de regarder la télé toute la journée. Ce que je raconte aux enfants qui sortent de là très contents de leur visite, alors qu'au départ, ils sont un peu tristes. Voilà, nous sommes maintenant en haut de la tour carrée, la tour la plus ancienne de Tournoël, les années 1100-1200, avec cette vue
somptueuse sur toute la chaîne des volcans. Là, c'est le puits de la Bagnère, un volcan. Le puits d'Aume est derrière, donc on ne le voit pas. Et puis sur les côtés, le grand ravin qui fait le tour du château de ce côté-là, et une nature parfaitement indemne de toute pollution telle qu'elle était dans ces temps reculés. Et puis la tour ronde avec tous les impacts, vous voyez, de balles qui sont au-dessus de ce chemin de Machicoulis qui est placé à mi-hauteur, ce qui est assez rare. Donc on voit un peu la vie qu'a eu ce château. Voilà, j'espère que cette visite qui se termine par l'endroit, un endroit tel qu'il était au XIIIe, au XIVe siècle, vous a montré l'intérieur qui lui est tel qu'il est aujourd'hui est reparti pour un siècle ou deux, puisque maintenant le château est agréable, habitable, restauré, 20 ans de travail, mais 20 ans vraiment de bonheur, parce que chaque restauration correspond à 1 ou 2 nuits, 1 ou 3 nuits d'insomnie en se disant qu'est-ce que je vais faire? Et puis visiter beaucoup d'autres lieux, visiter des musées, regarder des livres, j'ai une bibliothèque énorme, pour essayer de retrouver des choses que je puisse réaliser à hauteur de mes moyens qui ne sont pas considérables. Donc je ne peux pas acheter des très grands tableaux, des très grandes tapisseries. Donc j'essaye de décorer avec des choses raisonnables au point de vue prix, mais décoratives, qui ont un peu de chien, qui ont de la gueule, qui ont du chien, si vous voulez, pour créer une ambiance sympathique. Et j'espère que cette ambiance vous a plu, que ça vous donne envie de venir visiter. Et éventuellement, si vous avez vous-même quelque chose en vue à restaurer, allez-y, parce que c'est vraiment un bonheur formidable. Hein, c'est bien agréable quand j'arrive là, même là, oui. Je suis ému à chaque fois que je suis dans ces lieux, parce que d'abord, je pense au passé, à tout ce que j'y ai fait, et puis je pense également à cette continuité qui fait que je suis peut-être le 200e personne à habiter là, je suis de passage, mais au moins j'aurais apporté, d'autres ont apporté les pierres de Volvic, moi j'ai apporté ma pierre de restauration, quoi. C'est bien ça, non? Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est beaucoup. Les recettes, là. Non, mais c'est super, ça. Ça, c'est l'échantillon, ça. Ouais. Ça veut dire. Et ouais. Voilà. Et Ouais. nous, en ferrure, il faudrait aussi que je fasse la même chose. Parce que vous voulez quelque chose de plus clair. Ou comment je le finis? Comme je ne sais pas ce que on avait fait d'habitude, de toute façon ça Alors, va. ça, je fais du. Ça va rouiller en 15 jours. Alors. Ça, c'est des clous, ça? Oui. Ah oui. Bah, j'ai Il me les fait à 10 € pièce. Hein. 10 € pièce, comme il y en a deux. Ouais, 200. Non, il y en a un peu plus. Plus de 200? Et s'il faut mettre des petits clous ici, des grands là. Ah, mais les petits, c'est moins cher. Ah, 5 €. C'est moins de temps. 5 €. C'est moins de temps. Ben, en fait, quand vous est possible, parce qu'au moins je peux venir avec vous, voir pour l'emplacement de la porte, moi arriver avec ça, ici, tac, vous voyez qu'on travaille ensemble. Ça, faut le faire le plus vite possible aussi. Ça, moi, sorti De de l'autre côté, là. Ça, t'en Ouais. as pas fini, non? Ben, moi, j'ai attaqué déjà. Mais là, tu vois, je suis obligé de reprendre les codes, parce qu'ici, là, il faut que je fasse mes pièces qui viennent se chevaucher les unes avec les autres. Là, des clous, clous à chaque chose, hein, etc. Ici, on fait les cotes. Bon, après, nous avons encore 22 Ah, c'est bon. millimètres. Qu'on Et après, retourne. comme je les réagrafe, vous savez, On je retourne retourne sur et- elle-même.